Alors, notre objectif cet après-midi serait de tenter d'identifier quelques recommandations, quelques propositions, perspectives. Nous, en tant que gestionnaires de l'eau et membres d'organisations de bassin, nous sommes en mesure d'envoyer au reste du monde, ou en tout cas à nos homologues dans certains pays d'Europe ou l'ensemble des pays européens et dans les pays voisins et avoisinants de l'Europe. D'après la liste des participants, nous avons pu regarder de près. Vous êtes un nombre très important à nous suivre dans les régions avoisinantes de l'Europe ou les membres candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Cet après-midi, nous commencerons nos travaux avec une brève présentation de Manuel Sapiano de Malte, qui nous donnera quelques éléments de réflexion et perspective sur la situation actuelle à Malte et quelles sont également les perspectives et objectifs vers lesquels tendent la relation entre les ressources en eau et le secteur agricole dans les années à venir dans le cadre de la réforme de la PAC. Manuel, si vous le voulez bien, si vous êtes là. Merci Yannick. Merci à vous tous. Bon après-midi. Je tenterai d'abord de partager mon écran avec l'ensemble d'entre vous. Ah voilà. Alors oui, effectivement, je peux partager l'écran que d'autres ont déjà occupé. Bien. Voilà. Nous allons maintenant passer en plein écran. Dites-moi s'il vous plaît si vous avez le plein écran. Bien. Alors, l'objectif de la discussion est de tenter de, disons, regarder de près quelques recommandations et perspectives qui nous viennent du contexte, finalement, de la Méditerranée. Et voir également. Bien, maintenant nous avons un plein écran. Et quelles sont les recommandations et perspectives qui peuvent être formulées dans le cadre de la nouvelle PAC? Alors, en guise d'introduction de cette nouvelle session, les objectifs essentiels que nous regardons du point de vue du changement qui s'opère dans ce nouveau cadre de la PAC, j'ai identifié 3 objectifs liés à l'environnement. Tout d'abord, le changement climatique. Il s'agit essentiellement là de tenter d'appréhender la question des liens entre l'agriculture et le changement climatique dans sa conception d'atténuation et d'adaptation. Tenter ensuite de promouvoir les différents liens entre l'agriculture et notamment le développement de l'agriculture, mais également la gestion efficace des ressources en eau, de l'eau, des sols, de l'air, et ensuite contribuer à la protection de la biodiversité en renforçant les services écosystèmes et préservation des habitats et des paysages du point de vue de l'agriculture. Alors, dans le cadre de ce contexte et l'organigramme devant vous, voyons un petit peu les aspects liés aux ressources en eau. D'abord, le contexte à Malte. Il me semble que nous devons d'abord comprendre le paysage dont on parle ici. En particulier, cela représente non seulement une situation spécifique à Malte, mais il s'agit en fait là de caractéristiques méditerranéennes essentiellement, caractérisées notamment par une fragmentation des sols. Alors, qu'est-ce que cela réellement veut dire?
alors que nous avons en fait une utilisation agricole totale d'environ 11 689 hectares, nous avons également 12 529 propriétés donc qui détiennent ces fermes, 12 529 au total. Et nous avons en termes d'agriculteurs à plein temps 1303 agriculteurs et à plein temps 17 283 agriculteurs. Nous parlons ici donc de sols relativement réduits ou de fonciers et des terrains relativement réduits. Alors, il s'agit en fait d'une agriculture non pas industrielle, mais plutôt artisanale, comme cela peut être effectivement vu par ailleurs en Europe centrale ou en Europe de l'Ouest. Alors, la fragmentation des terres n'est pas la seule caractéristique qui caractérise l'agriculture européenne, sachant que différentes régions ont leurs propres caractéristiques. Mais il s'agit là d'une caractéristique essentiellement liée et typique à la région méditerranéenne. Alors, un autre aspect également important, c'est le fait qu'entre avril et le mois de septembre, alors on a très peu de pluviométrie, donc nous n'avons pas en fait d'agriculture qui est irriguée par les eaux pluviales et donc elle est soutenue essentiellement par l'irrigation et par conséquent les ressources en eau sont sous stress qui nous viennent notamment des eaux souterraines et alors, il y a un recours de plus en plus massif aux eaux souterraines et aux eaux de surface. Alors, l'agriculture dans les pays comme Malte ne peut survivre que s'il y a des ressources en eau additionnelles et complémentaires. Nous devons donc également irriguer les cultures croisées justement pour pouvoir survivre de manière croisée. Alors, tout cela nous donne un contexte d'une agriculture sous des conditions de ressources en eau indisponibles et sous stress hydrique. Alors, ce sont des expériences vécues, c'est une réalité qui doit également être prise en compte et en considération. Alors là, rentre en ligne de compte, la nouvelle PAC, qui elle met une emphase accrue sur une souplesse accrue pour prendre de manière plus efficace les conditions spécifiques des États membres. Alors, il y a des objectifs spécifiques, l'analyse SWOT, les besoins en termes d'évaluation et qui relie également la législation, qui met des liens et établit des liens avec la législation environnementale, la contribution du plan stratégique de la PAC à travers une architecture plus verte et une prise en compte des contextes locaux et avec la situation particulière des agriculteurs locaux, en plaçant un focus sur la réalité des États membres. Et cela nous donne en fait une perspective régionale et une prise en compte des contextes des différents États membres et c'est effectivement un aspect essentiel dans l'innovation de la nouvelle PAC pour arriver finalement à un secteur agricole plus diversifié. De manière plus spécifique, la situation à Malte est la suivante. Comme je disais, donc, nous connaissons à Malte une utilisation foncière et des terres fragmentées qui, elles, posent quelques défis essentiellement liés à un nombre très élevé des propriétés terriennes et des propriétés donc agricoles de petite et moyenne échelle. Alors, quels sont les défis? Tout d'abord, un nombre d'opérateurs est très élevé et les conditions climatiques, disons, appropriées et favorables pour asseoir et notamment la culture à 3 phases, à 3 campagnes agricoles.
Alors, une dépendance également aux ressources en eau alternatives pour compléter notamment les ressources en eau naturelles qui, elles, sont assez limitées et quelques difficultés également dans les développements. Voyons un petit peu les systèmes d'irrigation à présent. Notre agriculture dépend essentiellement de l'utilisation des eaux souterraines. Et tout au long de l'année, nous avons en fait des sources d'abstraction des ressources en eau et nous avons pour quelques années une idée claire, eh bien, les ressources en eau utilisées par les agriculteurs. Nous avons en fait des systèmes de mesure en place. Alors, des sources d'eau souterraine qui sont d'ailleurs et font partie d'évaluations permanentes. Plus de 90% des sources d'abstraction agricole eh bien, prélèvent à peu près 2000 mètres cubes par an, un volume relativement faible, dû essentiellement aux activités eh bien, aux activités agricoles limitées. Alors, quand on voit en fait les points de prélèvement, mais également les volumes. Alors, pour mettre les choses en perspective, les sources d'eau souterraines pour l'approvisionnement de l'eau publique seraient d'à peu près 160 à 70 000 mètres cubes par an. Donc, nous pouvons avoir des taux de prélèvement d'eau excessif et de surexploitation importante. Alors, c'est une caractéristique importante. Nous regardons essentiellement les volumes impliqués dans l'irrigation. Nous regarderons plus tard dans le contexte, les choses dans le contexte de volumes relativement réduits. Alors, selon les situations, les mesures requises sont différentes. Alors, un autre aspect important, ce sont les modèles de culture. Alors, la plupart des formes d'agriculture sont essentiellement, se font pendant le printemps ou pendant l'été. Alors, nous avons deux campagnes, deux saisons de culture et là, vous avez en fait des cultures spécifiques et nous avons également des saisons à 3 cultures, plutôt faibles, avec des besoins d'irrigation plus accrus, avec l'utilisation des pesticides accrus également. Et différentes des conditions agricoles normales où les conditions eh bien, climatiques sont plus rudes. Nous regardons également l'abstraction et le prélèvement des eaux souterraines et le niveau d'utilisation. Vous verrez en fait le prélèvement typique pour le premier bloc ici. Voyons un petit peu les modèles de multiculture, si vous voulez, qui montrent un peu comment l'irrigation varie pendant l'année. Par exemple, une culture en été qui est précédée par une culture d'hiver et qui est suivie également par une culture automne, été-automne, avec une demande sur les ressources en eau plus importante et une intensité, une pression sur les ressources en eau, ce qui nous mène à l'utilisation des pesticides. Et là encore, le climat a un effet sur comment l'agriculture se développe, notamment dans le secteur. Un autre domaine, à savoir l'eau de drainage. Aujourd'hui, nous voyons en fait les eaux de surface qui fournissent ou approvisionnent de loin le plus clair des besoins du secteur agricole. Et ceci, bien sûr, là où il y a des bassins versants, nous rehaussons l'importance de ressources alternatives avec un élargissement de la base de ressources, avec plus d'approvisionnement. Ainsi, l'agriculture peut l'utiliser avec un plus grand approvisionnement et la viabilité de l'agriculture. Le deuxième camembert montre le potentiel.
avec l'optimisation des eaux non conventionnelles, ainsi les eaux mises en valeur, les eaux également collectées, les eaux pluviales collectées, et tout ceci pourra justement avoir ou assurer une plus grande durabilité parce qu'il va être substitué des autres sources. Ça, c'est une autre caractéristique, et la promotion des eaux mises en valeur et de la collecte des eaux pluviales à la source, non pas forcément dans de grands réservoirs, mais dans des petits systèmes hydriques, parfois moins de 35 mètres cubes, couverts par le sol. Ces petites solutions sont également des aspects qui doivent être pris en considération dans le cadre de la PAC. Un autre élément afférent à la PAC, la technologie. Et ici, la technologie satellitaire, l'utilisation de la technologie satellitaire pour satisfaire aux besoins en ressources hydriques. Alors, avec la taille de pixels de 10 sur 10 mètres, des fois également de l'imagerie en fait beaucoup plus large que nos parcelles, beaucoup plus. Pas moins un grand nombre, en réalité, de parcelles ont un certain nombre de pixels, donc il est très difficile, en réalité, d'arriver à des configurations de la demande en eau à travers ces outils, d'où la nécessité de travailler davantage pour finaliser et peaufiner la qualité de cet instrument, et ce à travers des techniques de gestion de données. Et c'est ce que nous avons pu faire à notre niveau, peut-être par exemple une technologie qui pourrait être habituelle dans d'autres contextes. Pour conclure mes propos, je dirais que la nouvelle PAC présente une nouvelle occasion importante pour aligner les besoins du secteur agricole avec ceux de la directive cadre sur l'eau. C'est important. Pourquoi? Par ailleurs, parce que l'Europe est diverse et les besoins d'agriculture en Europe sont divers, aussi bien sur le plan de l'environnement naturel que celui des conditions d'exploitation. Les conditions climatiques différentes en Europe, certes, sont importantes. Regardons maintenant le climat modéré de Malte. Malheureusement, ça va avec une faiblesse des ressources en hydriques, avec également des saisons de croissance beaucoup plus longues, avec une demande d'eau plus exigeante et plus élevée. Aussi, la fragmentation, la parcellisation des terres donne lieu à des difficultés avec des systèmes agricoles à petite échelle, d'où la difficulté de communiquer avec un grand nombre de pratiques, notamment en matière pratique culturelle. Aussi, ce sont des procédures compliquées parce que malheureusement, on ne les utilise pas et on les remet à plus tard. Et par voie de conséquence, il nous faut souligner ces conditions négatives. Pourquoi? Parce que c'est seulement en les corrigeant que l'on peut créer un outil réel qui nous permettra d'améliorer la PAC avec un prélèvement selon les bonnes mesures qui ont été conçues dans le cadre de la PAC dans différents et divers secteurs opérationnels ou de fonctionnement, et également avec des pratiques culturelles différentes d'un pays à l'autre intra-Europe. Merci beaucoup de votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions dans la discussion. Merci. Merci, Manuel. Merci pour ce cas des plus concrets, portant aussi bien sûr les spécificités méditerranéennes, mais plus spécifiquement maltaise. Nous allons essayer maintenant d'étudier la manière dont nous, membres européens d'organisations de bassins et États membres responsables de la gestion des ressources hydriques, comment nous pouvons proposer des améliorations à la lumière de ce que vous avez pu voir et appris. Aujourd'hui, nous allons vous demander de participer et donc de proposer un certain nombre de recommandations, de directives, de propositions. Et pour ce faire,
Nous allons nous scinder en deux groupes. Et c'est d'ailleurs une première en la matière. Nous allons essayer en ligne de également apporter un certain nombre de commentaires et de post-it et de propositions et de notes électroniques, et ce à travers des notes avec un nombre de mots minimum, si possible. L'objectif étant de vous demander de mettre l'accent sur des recommandations concrètes. Ces recommandations se feront sur la base de 3 thèmes majeurs. Le premier de ces thèmes est comment pouvons-nous améliorer et que pouvons-nous recommander eu égard à la gouvernance entre l'agriculture et l'eau. Deuxième thème portera sur quels sont les outils opérationnels, les techniques et les moyens que nous pouvons recommander afin de pallier à des situations de difficulté. Le troisième thème portera sur le financement. Alors, pour ce faire, nous allons, pour une trentaine de minutes, nous allons nous séparer en deux groupes, sous-groupes, pour ainsi dire, lesquels groupes seront scindés sur la base de la langue. Alors, en réalité, dans le même groupe de travail, le français et l'espagnol seront maintenus. Vous allez pouvoir bénéficier de la traduction simultanée de et vers. Et dans le groupe anglais, qui se passera également de manière simultanée, et nous allons nous rencontrer dans 30 minutes. Et nous essaierons de faire des propositions et nous allons vous demander de tout un chacun nous donner vos propositions, vos recommandations, et nous reviendrons à la salle plénière ensemble dans une trentaine de minutes avant la conclusion pour faire la synthèse globale. Voici donc, c'est une primeur, pour ainsi dire. Mais pour les ateliers européens, nous demandons toujours aux personnes, aux participants, de produire, de commenter, de donner leur ressenti. Alors, essayons de faire de même ici, en espérant que ceci nous réussira et que, voilà, nous allons nous retrouver dans cette même salle dans 30 minutes. Alors, il y aura un écran d'incrustation, une incrustation sur votre écran qui vous dira, voici, allez rejoindre tel groupe, acceptez, et par la suite, tout le monde sera de retour dans cette même salle dans 30 minutes. Voilà, alors on essaie. Oui, oui, donc je lance l'invitation. Dixit Edouard Bonnet. Les francophones et vous n'avez pas de fenêtre pop-up qui s'ouvre puisque vous êtes invité à rester dans cette salle plénière pour travailler avec Simon et moi pendant cette demi-heure. Dans cette salle plénière, donc, il y a toujours les traductions possibles français-espagnol. Du coup, comme l'a indiqué Yannick, on va travailler tous ensemble pendant cette demi-heure sur 3 thématiques de travail et sur l'idée de travailler sur l'écriture de post-it sur un outil qui s'appelle Jamboard, un outil externe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration de cet outil, comment ajouter des post-it via cet outil. Et à la fin de la démonstration, je vous enverrai le lien dans le chat. Donc, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'avait pas de lien vers Jamboard. Je préfère d'abord vous montrer et à la fin de la démo, vous aurez le lien et on pourra commencer la première thématique de travail. Donc, il y aura 3 thématiques de travail. On va essayer de faire un peu moins de 10 minutes pour chaque thématique, puisqu'on a un peu moins d'une demi-heure. Donc, je partage mon écran pour vous montrer. Alors, tuc. Je trouve ma fenêtre, elle est ici. N'hésitez pas, du coup, si vous avez le moindre souci technique, à l'écrire dans le chat. Donc, vous voyez bien ma fenêtre, normalement de travail. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette fenêtre. Le premier thème, c'est donc réglementation et gouvernance. Chaque personne pourra écrire un
post-it en cliquant à gauche sur l'icône post-it. Voilà, je l'ouvre. J'écris exemple numéro 2, parce qu'il y en a déjà un. J'enregistre, je sors et le post-it s'écrit là. Donc on essaiera de chacun se mettre là où il n'y a pas de post-it. Voilà. Ici, 2 exemples. Et sur les 10 minutes de travail, nous essaierons pour chaque thématique de grouper un peu. On vous laissera 2-3 minutes pour du coup écrire chacun un post-it avec l'idée, c'est de mettre 4 ou 5 mots sur le post-it pour pouvoir expliquer un peu sa recommandation, son idée, sa perspective pour la future PAC en quelques mots. Vous aurez du coup ce Jamboard d'un côté avec ces 4-5 mots. Et de l'autre, ce qu'on vous propose, c'est une fois que vous avez rempli ce post-it, de revenir sur Zoom pour commenter, ne pas hésiter à commenter le message que vous aurez mis dans le post-it pour l'expliciter ou répondre, réagir à ce que d'autres participants pourraient mettre, proposer vos idées de façon un peu plus précise en fait, voir vos liens, vos liens vers des ressources que vous trouverez utiles. Du coup, ça c'est pour le Jamboard. Je vais vous maintenant indiquer le lien dans le chat. Hop. Le chat. Voilà, j'arrête le partage. Hop. Voici le lien. Du coup, pour rappel, l'idée c'est d'avoir une recommandation qui peut être sous forme d'une idée, d'une perspective, d'un besoin pour la future PAC, dans le contexte de la future PAC et de son lien avec la thématique eau. Et les objectifs de l'atelier, pour rappel, sont à la fois d'échanger entre participants des États membres et à la fois, pour nous, de récupérer vos contributions et de rédiger une note de concept à destination à la fois des participants et aussi des autorités de bassin membres du RIOP, mais aussi, comme vous l'avez vu si vous étiez dans l'introduction ce matin, à destination des autorités notamment européennes qui sont intéressées par ces conclusions. Hop. Donc voilà, je vois que le partage a commencé. Parfait. Donc on a une première remarque sur les politiques de gestion de l'eau ont besoin de la PAC pour préparer le terrain aux pratiques agricoles afin de réduire la pression sur les ressources en eau et les impacts environnementaux. Donc voilà, on a une première remarque. Donc on vous invite vraiment à essayer de faire en ligne toutes vos remarques là, via le Jamboard. Donc sur la gauche de l'écran, comme vous l'a montré Julie, il y a un petit bouton pense bête sur la gauche de l'écran et vous pouvez mettre vos idées. Alors si possible en 3-4 mots ou une expression assez courte. Et une fois que vous avez mis vos remarques concernant les réglementations et la gouvernance, pour la future PAC, on vous invite à retourner sur Zoom pour expliciter dans le chat. Donc à vous de jouer, c'est le moment de mettre des remarques. Donc peut-être pour vous donner quelques exemples et pour lancer la dynamique, typiquement en termes de réglementation ou gouvernance, tout ce qui concerne la simplification, la flexibilité, ça peut être des choses, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, pour améliorer ou en tout cas proposer des choses pour une PAC qui soit plus soucieuse de l'environnement et favorise la protection des ressources en eau. Donc je vois qu'il y a 15 personnes, donc une vingtaine même de personnes qui sont sur Jamboard. Donc voilà, n'hésitez pas à renseigner des post-it. Donc il faut que vous soyez sur votre navigateur et que là, vous puissiez
ajouter des post-it. Donc on n'en a qu'un. On espère en avoir d'autres. Si vraiment le système de post-it là dans un premier temps est compliqué, n'hésitez pas à échanger dans le chat. Soit nous, on peut vous aider à remplir les post-it, soit on peut échanger aussi, c'est un double échange. Hein, donc il y a les post-it qui nous servent de support de travail, mais il y a aussi le chat du coup pour compléter, échanger entre participants, proposer des liens ou même nous indiquer si c'est des problèmes techniques. Donc on a d'autres remarques qui arrivent. La prise en compte des problématiques des zones arides, notamment Afrique du Nord. Et comme on a vu tout à l'heure, je pense aussi que ça s'adapte aux pays méditerranéens, côté européen, on va dire, avec la péninsule ibérique ou même Malte. Alors, vous avez des traductions, hein, Edouard nous met des traductions de certains post-it directement dans le chat au final. On a également promouvoir donc une contribution espagnole, les pratiques d'agriculture écologique certifiées ou en production intégrée. On peut également lire, j'essaye d'agrandir vos contributions. L'intérêt d'une approche diagnostique par exploitation qui fixe les objectifs. Si on se base uniquement sur le réglementaire, risque d'être trop précis, trop bureaucratique pour l'exploitant, soit trop général. Donc là, c'est un souci de simplification. On a une gestion collective avec des approches participatives. Après, donc on a un post-it qui parle de calendrier, agricole concerté, équilibré, besoin des ressources, tenant compte des spécifications locales en termes de prévision climatique, de productivité, de marché. Donc ça rejoint un peu l'idée de renationaliser, je pense, un peu la PAC, ou en tout cas de lier davantage la PAC à la localisation géographique. On a une nouvelle remarque là sur les primes de la PAC qui doivent être liées par rapport à la surface cultivée, mais plutôt envers les impacts de l'activité sur l'environnement et du bilan total de l'exploitation. N'hésitez pas à les écrire aussi en espagnol, il n'y a pas de souci. On essaie de traduire dans le chat ou s'il faut, on peut les lire à l'oral de façon à ce que les traducteurs les traduisent. On a facilité les paiements pour services environnementaux dans les territoires les plus sensibles pour accroître les effets de la PAC. Voilà. Nous, c'est vrai qu'en France, hein, Simon, on a vu beaucoup les paiements pour services environnementaux se développer, notamment via nous, les agences de l'eau. Je ne sais pas si en Espagne, il y a aussi ce concept de paiement pour services environnementaux, mais c'est sûr que nous, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Oui, ça prend beaucoup d'importance, effectivement, Julie. Après, on a deux nouveaux post-it. Prendre en compte les contrôles dans l'application des fertilisations azotées, si je traduis bien, et les excédents de fertilisation de manière générale. L'agriculture devait être plus planifiée comme toute politique de l'eau. Donc, si on retient voilà, le mot planification, importante pour l'agriculture. On a une remarque sur les filières, à savoir il faut promouvoir l'ensemble des filières, notamment dans un souci de diversification. Et donc dans l'exemple, en France, on peut parler des cultures à bas niveau d'intrants, comme les cultures de lin ou de chanvre. Donc je vais essayer de réorganiser les petits post-it pour qu'on puisse bien toutes les voir. Donc n'hésitez pas hein, pendant ce temps dans le chat aussi à mettre des exemples ou des cas d'études. Donc c'est quelque chose qu'on pourra partager post-Euroriob. Oui, n'oubliez pas que ce matin,
Madame Dezer de la Commission européenne de la DGA va indiquer qu'elle était intéressée par les conclusions. Et par exemple, au niveau France, on nous rappelait ce matin qu'il y a un premier diagnostic des besoins, diagnostic force-faiblesse qui a été établi, mais ce diagnostic, c'est qu'une version provisoire qui va être vue et amendée. Donc c'est vraiment encore un temps de contribuer. Je ne sais pas si... Ouais. Je lis juste 2 nouveaux post-it que je vais lire, à savoir l'encouragement financier lors de la protection des services écosystémiques et de la biodiversité, avec comme exemple les haies répicives couverts végétales. Après, on a aussi un post-it sur territorialiser la PAC et les programmes d'action de la directive nitrate selon les problématiques des bassins versants. Donc là, ça rejoint un peu la question d'accoler au mieux la politique agricole commune au terrain, on va dire, et à des spécificités locales. On a un autre post-it sur la plateformisation des services agricoles et de gestion de l'eau. Donc là, j'avoue, si vous avez des exemples dans le chat, n'hésitez pas à contribuer, ça peut être intéressant sur cette plateformisation des services. Et enfin, on a encore une contribution. Le problème de l'agriculture n'est pas un problème d'eau, il s'agit d'un problème économique lié au manque de planification agraire et au manque d'organisation de producteurs. Donc là, n'hésitez pas, pareil, dans le chat, à préciser votre pensée. Sachant que, Simon, le temps passe, désolé, et du coup, on va déjà devoir bientôt clore cette première thématique, règles et gouvernance, pour passer à la deuxième. Mais voilà, comme le chat est le fil conducteur, n'hésitez pas de toute façon à indiquer vos idées dans le chat. En tout cas, merci pour vos contributions très nombreuses. On a une quinzaine de contributions sur... concernant la réglementation et la gouvernance. Alors, on va passer, Julie, peut-être au deuxième onglet. Oui, alors du coup, moi, je partage mon écran. Là. Si vous revenez sur Zoom, voilà. Vous avez la feuille avec les post-it et puis en haut, vous avez une petite flèche qui vous permet de passer au cadre suivant. Cadre suivant qui, donc, comme l'a dit Yannick, est sur la mise en œuvre. Donc là, c'est des idées sur... méthodes, outils, systèmes vraiment pour la mise en œuvre, on va dire plus technique de la PAC. Donc ici, ça peut être aussi des thématiques. On a parlé de l'agroécologie. Ce matin, on n'a pas trop parlé peut-être des SFL. Alors là, peut-être que voilà, vous m'avez suivi sur Zoom. Je vous invite à retourner, on jongle entre les deux, à retourner sur votre navigateur et du coup à remplir Jamboard dans votre navigateur. Pour ne pas vous embrouiller, j'arrête mon partage d'écran quelques instants, comme ça vous allez voir la différence et pouvoir retourner sur Jamboard. Du coup, oui, l'idée, oui, on n'a pas trop parlé ce matin, par exemple aussi des solutions fondées sur la nature, ça peut être aussi une idée. On a vu des outils avec le IP Agri qui a présenté un outil, mais qu'il y en a d'autres avec des plateformes de transfert connaissances et innovation. Donc voilà, ça peut faire partie de... On peut citer également comme exemple tout ce qui concerne les contrôles. Voilà, c'est peut-être souvent des choses qui peuvent être reprochées à la politique agricole commune. Donc n'hésitez pas à apporter vos contributions sur cette thématique. Donc là, on a une première contribution, je vous remercie, notamment sur les contrôles. Donc notamment sur la conditionnalité des aides et par rapport à la question des productions qui sont importées depuis des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Donc ça, c'est effectivement un point important. Ce qu'on disait ce matin, Simon, il y avait une question aussi un peu sur ces productions importées hors de l'Union. Et il me semble que la stratégie Farm to Fork, notamment, traite un petit peu de ces questions. Et en fin d'atelier, ou à la fin, vous recevrez donc soit en fin d'atelier par lien dans le chat ou par mail, un document dans lequel on a compilé déjà un certain nombre de ressources pour vous, si vous voulez en savoir plus sur PAC et toutes les interactions avec l'eau présentées ce matin avec
Farm to Fork, le Green Deal. Et dans ces documents, vous trouverez un peu de réponses à ces questions. On a une deuxième contribution où justement l'idée, voilà, pour que la future PAC, c'est d'accentuer, on va dire, la coopération au niveau international, interterritorial pardon, et international via des projets. Et effectivement, avec le projet EIP Agri, dont vous avez eu la présentation par Céline ce matin, voilà, c'est des choses à mettre en avant et peut-être à favoriser dans l'évolution de la PAC. On a également une nouvelle contribution là sur donc que je vais essayer de traduire. Oui, et donc ça a encouragé l'agriculture sans irrigation. Donc voilà. En France, on a les récents outils des projets de territoire pour la gestion de l'eau qui, voilà, c'est pas forcément un rapport direct avec la PAC, mais je pense qu'ils sont des outils de gestion, notamment de l'eau au niveau quantitatif. Et après, en type d'agriculture, hein, en France, Julie, on peut également citer l'exemple de l'agriculture de conservation ou des techniques de non-labour, par exemple, qui favorisent le maintien de la matière organique des sols et permettent une meilleure conservation des ressources en eau. Donc, ça peut rejoindre ce point. On a à être cohérent dans les contrôles. Exemple des trop larges, on réduit les primes du premier pilier pour certains exploitants. Donc voilà, avoir un souci de cohérence entre aussi, je dirais, les enjeux biodiversité, eau, agriculture. On a un post-it sur la coopération et les échanges d'idées. Donc ça, oui, favoriser le partage d'expérience. On a un post-it au niveau technologique sur tout ce qui est télédétection, notamment pour les contrôles des agricultures qui sont réellement subventionnés. Après, on a un post-it, même 2, sur l'agroforesterie, la permaculture, c'est-à-dire des systèmes agricoles qui visent à accroître la protection de l'environnement, à améliorer la biodiversité des écosystèmes, tout en produisant de manière importante, on va dire, de conserver des rendements, tout en essayant de mieux prendre en compte la biodiversité et la protection et la préservation des ressources en eau. Alors, on a un petit post-it en anglais voilà, je vais essayer de traduire pareil. L'idée, c'est de créer des exemples d'écosystèmes où les questions de qualité et de quantité des réservoirs en eau permettent d'avoir des indicateurs qui peuvent servir au paiement. Donc, et comment articuler les deux, voilà, si j'ai bien compris. Ensuite, on a développé la sensibilisation des consommateurs et des agriculteurs, être moins dépendant des intrants pour améliorer les revenus. Donc ça revient, je pense, un peu à la coopération des échanges et des idées. Beaucoup travailler sur la santé des sols et sur le travail du sol. Donc là, je pense que ça revient un peu à... En tout cas, ça se rapproche des idées d'agroforesterie ou de permaculture. Donc ça, c'est toutes les nouvelles un peu techniques culturelles. Coopération entre les agriculteurs et les syndicats d'eau potable. Donc sous ce post-it, là, on peut voir l'importance, je pense, de communiquer davantage entre les acteurs de l'eau et les acteurs du monde agricole. Donc voilà, faire des liens entre bioéconomie et les systèmes d'agriculture, tout ce qui est agriculture circulaire. Voilà. On a beaucoup de remarques, alors je vais essayer simplement de principe pollueur-payeur au service de la gestion intégrée favorisant la transition agricole.
favoring informer sur les liens agriculture alimentation et santé pour faire évoluer la demande en aliments. Donc là, ça rejoint un peu le post-it qui parlait du lien entre consommateurs et producteurs, promouvoir la vision territoriale par rapport à l'agriculture et notamment la question de l'érosion. Voilà. Donc après, je pense que Julie, on va bientôt passer au dernier thème. So let's move to the last theme, which is the financing. And I invite you all to please go back to the Jamboard. And as we did before, please go to the top of the screen where you have 2/7. You have to click, and you'll be 3 out of 7, and that's a new page on the new theme on funding. So I'll stop my sharing of the screen for not to be challenged. Et la nécessité de retourner sur votre navigateur pour remplir ce dernier Jamboard, qu'on espère pour vous simple d'utilisation. Et en tout cas, pour nous, c'est vraiment important et c'est vraiment bien qu'il y ait beaucoup de contributions parce qu'on va pouvoir ordonner tout ça et avec en mixant les commentaires de nos collègues dans l'atelier anglais, les vôtres et ceux du chat, faire un document à la fois à destination de vous, des acteurs de bassin et aussi des autorités, comme on disait, européennes. Parfait, merci Julie. Alors pour lancer ce dernier sous-thème concernant les financements, les aides, on peut vous donner quelques exemples pour lancer la discussion. Donc au niveau des recommandations, ce qu'on peut trouver dans la littérature, c'est notamment accroître le niveau de soutien par hectare pour les petites et moyennes exploitations, réduire la part des paiements directs reçus à partir d'un certain seuil, obliger les pays de l'Union européenne à garantir que seuls les véritables agriculteurs bénéficient des aides. Voilà, c'est des choses qui reviennent souvent, la dégressivité des aides directes, le type de mesures à financer. Donc voilà, si vous avez des éléments là-dessus, on vous invite à commenter sur le Jamboard. Donc c'est le nouvel anglais. Voilà, je vous remercie. Donc voilà, les premières contributions arrivent. Tout à l'heure, Simon parlait aussi des PSE, parce qu'il y a certains items qui peuvent aller dans 2 thématiques. Donc les paiements pour services environnementaux, pourquoi pas aussi. Donc au niveau des remarques qui arrivent, on a la première sur créer des redevances incitatives sur les fertilisants minéraux, pesticides, cheptels, et les utiliser pour la protection de la ressource en eau. Donc dans des actions de formation, sensibilisation, aménagement de l'espace rural. Après, assurer la compétitivité de l'agriculture. En fonction de, si je traduis bien, de standards définis dans la politique agricole commune, et notamment en lien au fait que l'agriculture est mondialisée, et donc tenir compte des pays, de la concurrence avec les agricultures hors Union européenne. Donc justement, Julie, comme tu disais, sur les paiements pour services environnementaux, donc là, un post-it sur développer les PSE dans les bassins versants les plus sensibles, pour accroître l'impact de la politique agricole commune. On a une contribution sur le fait de mettre des pénalités, en tout cas que la production dépendante en fertilisants ou en intrants de manière intensive soit un peu pénalisée par rapport aux aides de la PAC. C'est vrai que là, on a vu ce matin des volontés, notamment dans la Farm to Fork, qui me semble, de diminuer l'utilisation des intrants. Il y avait des volontés en pourcentage, mais en effet, ça peut être un autre levier d'agir sur l'économie. On a plafonné les aides PAC par exploitant pour éviter la course à l'hectare. Donc ça, souvent, ça a été reproché à la PAC actuelle. Donc effectivement, financement en fonction de la taille de l'exploitation. Au-delà d'une certaine taille, les paiements diminuent. Donc là aussi, c'est un peu mettre des limites pour essayer de contrecarrer les limites actuelles de la PAC. L'idée des seuils, donc c'est pareil, un seuil à atteindre en lien avec des enjeux environnementaux pour percevoir les aides. Toujours dans cette idée de
On a également moins de paiements de base et plus de paiements liés à des obligations environnementales ou engagements volontaires. Donc, on pourrait dire accentuer un peu ce qui était actuellement le cas dans le second pilier de la PAC, et notamment tout ce qui était lié au verdissement de la PAC, mais encore accentuer les efforts de ce côté-là. Tu l'as dit, Simon, conditionner les aides aux services environnementaux. Donc ça, c'est vrai que c'est une question aussi qui revient beaucoup. Il y a des publications, en tout cas en France, je sais, qui essayent de voir quelle est la valeur économique de ces services. C'est aussi la question des PSE. Et voilà, la difficulté étant parfois d'arriver à donner une valeur économique, donner des formules presque en fait pour accoler aux services environnementaux. Donc là, on a encore une remarque, Julie, sur le fait d'augmenter les paiements dans les zones sensibles. Donc ça rejoint notamment Natura 2000, zone de protection des eaux potables. Donc ça rejoint un peu la question des PSE dans les bassins versants voilà, les plus impactants. Donc ce que je retiens, c'est l'idée aussi de cibler les aides de la PAC, en tout cas en fonction des zones à enjeux forts. Après, en termes de zones, aussi peut-être vraiment tenir compte des spécificités climatiques, on va dire, avec les zones arides, sud-méditerranée notamment, où les enjeux sont vraiment particuliers. Et l'enjeu eau est notamment quantitatif et fort. On a une post-it aussi, donc on avait évoqué tout à l'heure l'agriculture, agroforesterie, permaculture, là sur l'agriculture biologique. Donc le fait d'accentuer le financement vers l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Après, on a un post-it qui est plus ou moins en termes d'avertissement, à savoir ne pas surtaxer en Europe au risque de voir augmenter les contaminations Europe via les importations. Donc là, ça rejoint bien le fait de tenir compte que voilà, le marché agricole est mondial et donc que l'idée n'est pas de diminuer notre empreinte au niveau eau, carbone ou autre en France, mais qui aurait pour conséquence d'augmenter notre impact indirect via les importations. On a deux autres contributions, les redevances fortes sur les surfaces imperméabilisées et les terres agricoles qui disparaissent. Donc voilà la question de la gestion des terres aussi. Et sur le fait de préserver les surfaces agricoles dans l'Union européenne. Ensuite, dégager des fonds pour la solidarité face au changement climatique, étant donné que voilà, tous les territoires ne seront pas impactés de la même manière par rapport aux questions du changement climatique. Aide à la bonne gestion de l'existant, pas seulement au maintien, exemple création, infrastructure agroécologique. C'est vrai qu'on avait parlé des haies tout à l'heure, donc l'idée c'est de conserver les haies existantes, mais peut-être aussi d'augmenter le linéaire de haies ou tout ce qu'on appelle infrastructure agroécologique. Et dans le chat, on a aussi, Simon, aide à la reconversion de cultures gourmandes en eau vers des cultures adaptées. Donc ça aussi, on a aussi des projets en France et en Espagne d'exploration pour explorer en fait sur la base parfois de données climatiques quelles seraient les cultures les plus adaptées pour les nouveaux contextes climatiques. Et on a encore 1 ou 2 minutes seulement et puis on se retrouvera tous ensemble pour les conclusions. Donc voilà, n'hésitez pas à finaliser vos apports. Alors, juste pour terminer, on a eu 2 nouveaux post-it, Julie. La première sur toujours cette idée de surtaxer les importations hors Europe pour éviter les externalités. Donc vraiment cette question d'éviter de pénaliser l'agriculture européenne pour des questions de préservation des ressources en eau et qui pourraient avoir pour conséquence d'augmenter les imports et de déplacer entre guillemets le problème. Et après, on a un dernier post-it sur le fait de ne pas oublier tous les impacts des sécheresses aussi et des inondations. Et voilà, ça c'est une question qui risque en plus de devenir de plus en plus présente avec les modifications du climat. Ok,
Merci. Du coup, on va pouvoir revenir tous ensemble en plénière, puisque l'autre groupe est apparemment OK. En tout cas, merci pour toutes vos contributions très nombreuses, qu'on reprendra, qu'on pourra trier, regrouper, et qui seront disponibles voilà, sur le site de l'Eurorium, mais aussi transmises à la Commission européenne. Merci beaucoup. Yes, thank you, Simon, Julie. You were late, hein? Merci Timon, merci Julie, merci Simon et Julie. Vous étiez un peu en retard. Les deux groupes sont de nouveau en fusion, ensemble. Nous allons faire des conclusions en 15 minutes. C'était vraiment rapide. Pour les groupes anglophones ou le groupe anglophone, nous avons formulé des recommandations très intéressantes. Alors, je ne sais pas si on a passé en revue toutes ces recommandations, mais comme l'a dit Julie, nous allons les partager et les consigner dans un rapport, enfin plutôt le rapport de ce workshop. Nous avons eu beaucoup de commentaires sur les règles, les législations de la gouvernance, la coopération entre les différents secteurs également et comment impliquer davantage les agriculteurs. Nous avons également beaucoup d'outils techniques qui ont été proposés. Et sur le financement, nous avons deux messages très clairs. Il est important que les bénéficiaires de la PAC aient un accès plus facile au financement, mais en même temps, l'objectif, c'est justement cibler le contrôle et la fonctionnalité. Bon, voilà ce que nous avons été en mesure de dire en quelques minutes. Nous avons réuni l'ensemble des participants. Alors, nous allons reprendre vos contributions en quelques minutes et ensuite nous passerons à la conclusion de cette réunion. We are ready. Simon, you want to... Par rapport aux principales remarques que nous avons eues alors, sur l'atelier franco-espagnol, donc ce que je retiens en quelques mots, d'une part, c'est le fait de bien lier les aides de la PAC aux enjeux que l'on peut avoir sur certains territoires très précis. Focaliser vraiment nos efforts sur les zones en enjeu pour une meilleure préservation des ressources en eau. De plus, on a eu également pas mal de remarques a very interesting range of comments on the fact to favor and enhance et de l'eau, de l'environnement. Je pense à tout ce qui est agroforesterie, agriculture biologique, permaculture. Forest, agriculture. Voilà. Après, au niveau des aides, la question des paiements services environnementaux est revenue aussi régulièrement. Donc ça, c'est un point à noter, notamment en France où cette question-là revient de plus en plus. Et enfin, j'aimerais terminer par préciser que l'agriculture est mondialisée et donc il ne faudrait pas que le système agricole européen ait des contraintes fortes au niveau agricole qui entraînent par conséquence des imports plus importants de produits agricoles hors Union européenne avec des contraintes différentes et donc que l'on déplace en fait le problème de l'agriculture et de la préservation des ressources en eau hors de nos frontières. Donc voilà, c'était un point qui revenait régulièrement. Voilà pour les petites remarques ou les points qui sont revenus, mais voilà, vos contributions étaient très nombreuses. Donc c'est que quelques idées que je viens de citer. Merci, thank you, Simon et Julie, and all the French and Spanish. Merci beaucoup, Simon et Julie et les
intervenants espagnols, hispanophones et anglophones. Merci beaucoup. En tout cas, nous appréhendions cette contribution en ligne des post-it, mais félicitations à l'ensemble des participants, car cela nous a prouvé que c'était tout à fait utile, en tout cas pour nous. Et ça nous a donné beaucoup de matière et d'informations pour nous organiser et vous présenter un bon résumé de ce qui a été fait. Bien, je pense que nous arrivons pratiquement au terme de ce webinaire en ligne. C'était quelque chose d'assez inédit et même si cela ne remplace pas bien, le bonheur d'être ensemble, généralement dans des endroits assez agréables, c'était tout de même très positif pour nous d'échanger avec vous. Nous allons tenter de maintenir ce format jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer physiquement et en présentiel. Nous avons eu l'occasion de bénéficier d'informations de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, des études de cas, des projets de recherche avec à la fin une contribution intéressante. On aurait voulu que ce soit un peu plus. Mais je pense que nous pouvons être tout à fait satisfaits de vos différentes contributions. Nous vous remercions infiniment de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera consigné dans un rapport de cet atelier et sera mis en ligne sur le Europe Indo site web de l'Europe RIOP. Alors, beaucoup de liens et de ressources et documents qui seront effectivement en lien. Les PowerPoint, les présentations PowerPoint seront également en ligne. Et en tout cas, nous mettrons beaucoup de vos contributions pour qu'elles soient utilisées à bon escient. Alors, sans tarder, je donnerai la parole à Eric, notre secrétaire général, pour quelques mots de conclusion sur cet atelier en ligne 2020. Merci infiniment. Cher Yannick, merci beaucoup. Je serai bref pour conclure pour cette dernière partie de conclusion. Alors, beaucoup d'éditions pour nous, beaucoup de premières fois, première édition en ligne. Nous avons tenté différents outils et solutions pour scinder notre auditoire en 2 groupes. Et cette formule, par exemple, de post-it en ligne, scindée en 2. Nous avons été d'ailleurs en mesure de tester dans des conditions réelles ces différents outils d'interaction et d'interactivité. En tout cas, merci à vous, merci pour votre indulgence, merci de votre participation depuis ce matin. En tout cas, pour nous, c'était la toute première fois que nous tenons une réunion aussi longue, 5 heures de travail côte à côte, ensemble, et plus de 90 participants à ce stade. Nous étions 140 pendant la session du matin, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, une réponse tout à fait satisfaisante et à notre ambition affichée. Merci infiniment à vous, les participants. Merci au secrétariat technique et au soutien qu'ils nous ont dispensé. C'était essentiel pour nous de conserver cette culture des langues. Nous avons eu donc ces possibilités d'interpréter en 3 langues tout au long de cette session et nous allons tenter de maintenir cette culture trilingue. Ce n'est pas chose facile comme vous avez pu le constater. Merci à nos interprètes. Je pense que nous avons eu une interprétation assez fluide depuis ce matin. Merci infiniment aux interprètes. Alors, quelques messages que je souhaiterais peut-être formuler en guise de leçons et d'enseignement. Quelques slides. Je vous prie de patienter quelques instants avant que je ne puisse le montrer sur l'écran. Bien. Bien, manifestement, il y a là des attentes de haut niveau et très élevées entre la conformité ou l'alignement entre la politique agricole commune et l'ancienne et la nouvelle. À l'horizon 2021-2027,
Alors, nous étions en miroir et vos réactions étaient intéressantes. Nous avons eu 2/3 d'entre nous qui ont exprimé un peu leur déception dans le cadre des politiques passées de l'Union européenne. Mais quand on appréhende l'avenir, nous étions 2/3 des participants d'aujourd'hui d'exprimer leur espoir pour une meilleure intégration, une meilleure interaction entre ces deux politiques, la PAC et l'alignement avec les politiques de l'eau. Nous savons qu'il y a un nouvel équilibre par rapport aux responsabilités des États membres, de l'Union européenne de manière générale et de manière plus particulière des États membres. Nous allons donc créer des conditions spécifiques conçues de manière plus ciblée pour mettre en œuvre la PAC dans les différents pays, mais de manière plus efficace. Nous avons compris effectivement qu'il y a des situations différentes en termes de gestion des ressources en eau aux différents bassins Alors, ce sera effectivement un défi pour l'ensemble des organisations de bassins et des gestionnaires des ressources en eau d'adapter ces conditions spécifiques à leur pays. Alors, ce sera également un défi pour notre pays, pour notre réseau, pardon, de maintenir les liens entre les différents pays et leurs conditions de mise en œuvre de la PAC. Alors, il semble que le message le plus important d'aujourd'hui, c'est que nous devons nous engager dès à présent dans le débat au niveau européen. C'est un tournant entre le passé et l'avenir et c'est réellement essentiel que nous, en tant que réseau, je disais, bon, les gens, les personnes derrière nous, derrière le réseau, les praticiens de l'eau, les opérationnels de l'eau au niveau des bassins et des organisations de bassins puissent s'engager dans le débat au niveau de l'Union européenne et au niveau des États membres. Et cela a été d'ailleurs démontré ici par des exemples, des cas, par l'exemple français notamment, avec la situation spécifique de Malte, avec la fragmentation élevée des différents acteurs qui va mener à différents processus de consultation. L'importance également des acteurs, c'était le point suivant que je voulais évoquer. Encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je mets un accent fort sur la question de l'application de la loi et les conditions d'application de mise en œuvre de la loi ou des réglementations, que ce soit pour la PAC que pour la loi des ressources, la directive de l'eau, sont des facteurs clés, non seulement au niveau de l'Union européenne, mais au niveau international. Que ces conditions soient toujours bien respectées. Voilà à mon niveau ce que je voulais vous dire. La prochaine session se tiendra dans 1 heure à 15h30, l'heure de Paris. Alors, lors de cette prochaine session, nous allons évoquer un autre aspect de la politique européenne, de l'Union européenne dans les périodes à venir, donc la politique de recherche et d'innovation de l'Union européenne et notamment la question mondiale, à savoir la sécurité des ressources en eau pour la planète, si je peux utiliser le vocabulaire officiel ou le jargon officiel, et une initiative dédiée à savoir le cadre de l'initiative Water for All, l'eau pour tous. Nous serons ravis de vous accueillir à cette prochaine session à 15h30, le même lien, la même adresse Zoom, vous n'avez qu'à recliquer. Alors, vous pouvez rester en ligne si vous souhaitez, ce n'est pas du tout un problème pour nous, mais en tout cas, on vous y invite à 15h30, tapante, avec une présentation de M. Casaciuti Balabanis, de la Commission de l'Union européenne, de la Commission européenne, DG Recherche et Innovation. Il est chef d'unité de l'éco-innovation et nous fera une présentation des nouvelles conditions et de la nouvelle vision de l'Union européenne, Horizon Europe, dans le cadre de cette nouvelle initiative
de la Water for All. Alors, vous serez les bienvenus. Demain, la journée sera davantage consacrée à la question ou aux questions des ressources en eau entre le niveau ville et bassin versant, à savoir le dialogue ville et bassin, avec deux volets qui ont été organisés avec nos collègues de l'Organisation européenne de l'eau. Et nous avons d'ailleurs préparé un manuel qui évoque ces questions de dialogue ville-bassin, agence de bassin, avec deux composantes. Tout d'abord, les recommandations, plusieurs recommandations, et une autre composante dédiée à des études de cas. Nous serons en mesure d'ailleurs de présenter lors de cette session de demain le tout premier projet de ce manuel, et nous aurons des études de cas, d'ailleurs non seulement d'Europe, mais nous irons en Europe, en Allemagne, etc. Mais nous aurons des études de cas du Maroc, du Sénégal et d'Inde, si mes souvenirs sont bons. Alors, nous aurons une espèce d'ouverture de nos horizons, de nos perspectives sur cette question. Pendant la session de l'après-midi, nous aurons notre dernière conférence du RIOB, Bureau de liaison du RIOB, alors un projet financé par l'Union européenne dédié à de nouveaux outils, instruments et technologies digitales, ce qu'on appelle le FIWARE, pour la gestion des ressources en eau, non seulement au niveau des villes, mais également en dehors des villes. Alors, appréhender la question sur, par exemple, les régies de l'eau, mais il s'agit également, dans le cadre de ce projet, d'évoquer les questions au niveau des bassins, des opportunités, des défis rencontrés par les agences de bassin face à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Voilà, à mon avis, voilà pour moi ce que j'avais à dire. On me rappelle qu'il y a une photo de famille à prendre avant que vous nous quittiez. Je vous invite tous, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, de vous ouvrir vos caméras et de les rallumer pour qu'on puisse vous voir vos jolis visages, j'espère pas trop fatigués, au terme de ce séminaire. Nous allons donc naviguer à travers les petites fenêtres de Zoom et alors je suppose que certains des collègues sont chargés de prendre la photo. Alors, voilà. Yeah, we good? Yes. So, thank you very much for Merci pour votre patience, pour votre assiduité pendant ce séminaire. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié sur l'organisation et la mise en œuvre et nous travaillerons sur le suivi de ces webinaires, comme l'a dit Simone tout à l'heure. J'espère que nous serons en mesure de vous faire parvenir nos messages, aussi bien au niveau de Bruxelles qu'à l'ensemble des acteurs et des agences de bassin. Merci infiniment pour votre participation. Nous espérons vous revoir très prochainement lors de la prochaine édition de cette conférence en présentiel et physiquement. Et nous espérons à Malte en avril prochain. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.